Et en principe, il y avait aussi Pape Makhtar Diagne qui a soutenu en décembre une thèse de sociologie sur justement sur le tourisme en Casamance. Et voilà, et qui a beaucoup. Bonjour Moustapha So. Et qui a aussi. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, Benoîtine est là parce qu'on l'a entendu. Donc ça, c'est super. Et est-ce qu'il y aurait aussi Pape Makhtar? Oui, nous sommes ensemble. On est dans le bureau à l'université. Ah, vous êtes dans le même bureau. Ok, c'est pour ça. Donc vous êtes tous les deux. C'est pour ça que nous, on voit en fait dans le petit confetti là de Zoom, on ne voit que Benoîtine, on ne voit plus Pape. Alors, je présente rapidement Pape Makhtar qui a soutenu une thèse de sociologie en décembre sur le tourisme en Casamance et qui a consacré une bonne partie de sa thèse finalement à ces questions des statistiques du tourisme à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, et aussi évidemment ce qui l'intéresse lui, c'est de croiser les échelles. Enfin, il vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si sur le plan du tourisme local, il y a ou pas des perspectives de développement. Et voilà. Alors bon, je vous laisse la parole. Donc Benoîtine et Pape Makhtar. Et voilà. Est-ce que vous avez un PowerPoint ou quelque chose à nous partager? PowerPoint. Bonjour tout le monde. Bonjour chers collègues, chère assistance. Je me présente, c'est Benoîtine. Je suis enseignant-chercheur ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor depuis 10 ans maintenant, au département de sociologie plus précisément. Et je vais présenter cette communication avec un tout nouveau docteur, Pape Makhtar Diaw, sur les statistiques, sur l'utilité et la pertinence des statistiques dans ce secteur du tourisme. Voilà, donc je le laisse se présenter. Nous sommes dans le même bureau, mais on va peut-être utiliser deux machines. Un instant. J'aurais pu vous passer ma caméra, mais on est un peu loin. Comment? Non, je dis ça. J'aurais pu vous passer, j'ai une petite caméra pour qu'on voit, mais on est un peu loin, donc bon. Ok. Il va falloir du coup qu'ils viennent à côté de vous. Tout à fait. Il est en train de s'y affairer. C'est bon? Vous êtes connecté? Ok. Donc dans ce cas, je coupe le micro ici, ou bien... Allez-y, présentez-vous d'abord. Alors, Pape a participé pendant 15 jours à l'école doctorale qu'on avait organisée ici. Vraiment ici, c'était organisé aussi par l'IEA de Saint-Louis, et il a été un des animateurs. Et juste quand il est rentré de cette école doctorale qui réunissait ici une vingtaine de... Enfin, ils étaient 17 étudiants. Juste quand il est rentré, en fait, il a peaufiné la rédaction de sa thèse et il a soutenu en décembre. Donc, vous voyez, bon, ça a été très juste. Bon, pas très juste, je pense que... On voyait bien ici déjà qu'il était très préoccupé, ce qui est logique par cette rédaction de la thèse. Et voilà. Et j'ai eu la chance d'être au jury de la thèse. Alors bon, moi, j'ai pas pu y aller à Ziguinchor parce que quand même prendre l'avion juste pour un aller-retour, ça me paraissait pour la planète et pour plein d'autres choses un petit peu excessif. Mais bon, c'était vraiment très intéressant d'assister de participer à un jury de thèse, en particulier parce que c'est d'abord plein de raisons. D'abord parce que c'était à Ziguinchor et on a des fonctionnements qui sont communs, mais aussi on voit bien des différences. Et je trouve qu'il y a vraiment une chose qui est très intéressante, en tout cas c'était le cas de Ziguinchor, c'est que Pape a déposé d'abord un manuscrit, et puis ensuite il y a eu des pré-rapports, tout le monde a fait ce pré-rapport, et ensuite il a repris son manuscrit. Mais en France, c'est pas du tout ça. En France, vous déposez votre manuscrit, à partir du moment où celui qui vous a encadré vous a dit oui, vous pouvez y aller, bon, après il y a deux rapporteurs, mais après on n'a pas le droit de retoucher ce manuscrit-là. Ça veut dire qu'au moment de la soutenance, vous découvrez votre jury et vous pouvez vous faire, passez-moi l'expression, mais complètement descendre à ce moment-là. Pire encore, à la limite, parce que vous ne les connaissez pas, vous avez envoyé votre manuscrit et les deux rapporteurs ne sont pas d'accord pour la soutenance. Ça veut dire que vous avez fait votre manuscrit, vous l'avez imprimé, vous pensez que c'est fini, mais on vous dit non, tu ne peux pas soutenir. Donc ça, c'est vraiment un système, je trouve, qui n'est pas
bah, enfin, franchement très inégal. C'est pas un système très efficace en tout cas, parce que Pape, entre le moment où il a eu les rapports donc, du jury et le moment où il a soutenu sa thèse avec le nouveau manuscrit, bah, le manuscrit a complètement changé. Enfin, évidemment, hein, ça a été beaucoup amélioré, ce qui est logique, c'est fait pour ça. Hein. Donc je trouve que c'est un système vraiment super. Il y a 3 étapes. Ben voilà. Et en Suisse, c'est pire parce qu'en Suisse, à Lausanne en tout cas, vous soutenez votre thèse, vous la déposez, vous la soutenez, le jury, le grand jeu, voilà. Et le jury vous dit, voilà, là, il faut reprendre, et du coup, vous êtes obligé de reprendre le manuscrit et de recommencer. Donc, ça vous fait en fait 2 soutenances, mais n'empêche que, bon, le système là de Ziguinchor, c'était la même chose, sauf qu'on ne s'est pas vu, il n'y a pas eu vraiment de soutenance. Mais en fait, quand vous lisez une thèse, évidemment, il y a beaucoup de... Bon, voilà. Moi, par exemple, j'ai un doctorant là, je trouve que sa thèse n'est pas soutenable, elle passera pas le niveau des rapporteurs, donc il va falloir qu'on en discute tous les deux, mais je ne vais pas l'envoyer à l'abattoir en lui disant « Allez hop, on essaye », ça sert à rien. Pour lui, c'est horrible. Hein. Bon, par contre, il y a du boulot pour qu'on reprenne, qu'on trouve comment ça peut passer. Bref, voilà. Donc, non, je trouve que plus il y a d'étapes préalables, vraiment mieux c'est. Et du coup, je l'ai rencontré comme ça, Benoîtine, et ça, j'en suis vraiment ravie. Et c'est aussi comme ça que, déjà à l'école d'été, et puis au moment de la soutenance que j'avais vu, alors à distance, ça n'a rien à... Bon, voilà, mais n'empêche que... pour la planète, c'était pas beaucoup mieux. Et du coup, je vous remercie beaucoup, hein, Benoîtine et Pape Mactar, d'être là. Et puis, je vais enfin vous laisser la parole. Je suis désolée, il faut vraiment me couper, parce que sinon... Voilà. Donc, à vous. Merci, professeur Béatrice. Donc, ouais, c'est bon, j'ai activé. Yes. Voilà. Merci, bonjour à tout le monde. Donc, plus particulièrement à vous, Béatrice. Je ne sais pas s'il est là, professeur Babacar Fall. En tout cas, je suis très, très, très content de vous revoir dans ces circonstances-là. Vous l'avez dit, l'année dernière, nous avons été là avec d'autres doctorants qui étaient venus d'ailleurs de Madagascar. Alex était là hier. Du côté aussi du Cameroun, voilà, et particulièrement de la France aussi. Donc, je suis très, très, très heureux de vous retrouver. Donc, l'année dernière, c'était en qualité de doctorant et aujourd'hui, je vous reviens en tant que docteur. C'est le moment aussi de vous remercier, vous qui étiez nos encadrants avec le professeur Babacar Fall. C'est aussi le moment de rendre hommage à Feu Alioune Ndiaye, l'inspecteur Alioune Ndiaye, qui nous a quittés, qui était avec nous dans dans cette rencontre de l'année dernière. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous allons vous présenter un travail sur les chiffres, d'accord, sur l'importance donc des chiffres dans le secteur du tourisme au Sénégal. Donc, un travail qui a été préparé par le professeur Benoîtine et moi-même, qui est enseignant-chercheur ici à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter un peu le contexte de ce travail. Donc, nous sommes partis d'un constat, et comme vous le voyez à l'écran, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous rendons compte que les chiffres nous parlent tous les jours, à chaque moment de notre vie, à chaque occasion. Et donc, parfois, nous prenons la peine de les écouter et parfois non. Hein. Donc, je donne juste un exemple. Par exemple, ce qui s'est passé en 2002 au Sénégal avec le bateau le Joola. On s'était un peu demandé si à un moment donné, les chiffres ne nous ont pas alertés. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé la question de l'âge du bateau, mais aussi cette question de surcharge qui s'est accumulée au fil des années. Mais une autre donnée, celle peut-être liée au climat, parce que l'incident est arrivé au mois de septembre. C'était une année, un mois très, très, très pluvieux au Sénégal. Et à cette époque-là, on s'est aussi demandé s'il y avait cette considération du point de vue des données clés
climatologiques qui ont été donnés par les autorités de l'époque. Est-ce qu'on avait écouté suffisamment les chiffres pour prendre les devants, pour peut-être voilà, ne pas faire face à ce type de crise-là, oui ou non? Bon, il y a eu beaucoup de débats à ce niveau, mais je peux aussi vous dire que les chiffres sont de bons alliés, n'est-ce pas, qui nous aident parfois à planifier chaque détail de notre vécu. Je me suis inspiré aussi des travaux de Romain Tiquet, 2017, rendre compte pour ne pas avoir à rendre des comptes. Donc, c'est un travail critique qui analyse un peu la fiabilité des données dans la colonie sénégalaise. Donc, c'était à l'époque coloniale où Romain Tiquet se pose des questions sur la fiabilité, la crédibilité des informations qui étaient envoyées par les administrateurs de l'époque. Donc, je vais faire un peu donc, dans ce sens-là un travail critique des chiffres au Sénégal, notamment les chiffres qui sont collectés dans le secteur du tourisme. C'est pourquoi j'en arrive à cette conclusion pour dire que compter pour ne pas avoir à rendre compte. Donc, les chiffres sont très importants. Les chiffres peuvent être utilisés pour diverses raisons. D'accord? Dans un rapport de l'OIT en 2023, donc l'OIT qui est l'Organisation internationale du travail, du travail, donc avait publié un rapport sur, comment dirais-je, les statistiques liées au travail dans le monde. Et nous pouvons retenir ceci. Les politiques efficaces doivent être fondées sur des preuves et les politiques fondées sur des preuves nécessitent des données de haute qualité. Donc, les chiffres, les statistiques donc, sont importantes pour le tourisme pour plusieurs raisons. D'abord, elles permettent de mesurer les flux touristiques, je vais le démontrer tout à l'heure. Les chiffres permettent aussi d'analyser la contribution économique et sociale de ce secteur, mais aussi les chiffres permettent de faire ce qu'on appelle la planification stratégique et enfin, l'évaluation des tendances touristiques. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les chiffres sont des outils de mesure, les outils sont des outils d'analyse et de décision très, très importants. Alors, l'analyse sociologique des chiffres sur le tourisme donc, permettent non seulement d'avoir des données brutes, oui, mais d'aller au-delà de ces informations de type statistique. Pourquoi faire? Pour comprendre ce qu'on appelle les dynamiques sociales et économiques qui façonnent aujourd'hui ce secteur-là. Donc, je vous donne un exemple, ou bien plusieurs exemples. Il y a ce qu'on appelle les motivations et les préférences des voyageurs. Donc, pourquoi, par exemple, un touriste choisirait de se déplacer, ou bien un visiteur de façon générale, choisirait de se déplacer pour les loisirs, ou bien pour les affaires, ou bien pour des activités religieuses, ou pour le tourisme médical. Donc, voyager pour se soigner, par exemple. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'attractivité des destinations en fonction des saisons. Dans toutes les destinations touristiques, il y a cette tendance qu'on appelle saisonnalité, donc haute saison ou basse saison. Je vais y revenir plus tard. Mais aussi des gens qui voyagent, n'est-ce pas, pour des activités ou bien pour découvrir des événements culturels. Ici, en Casamance, nous avons ce qu'on appelle la fête du roi à Oussouye, dans le département d'Oussouye, encore appelé le Humeubeul. Il y a aussi les 72 heures de l'île de Carabane qui fait déplacer beaucoup de gens, n'est-ce pas, dans cette partie du pays-là. Il y a aussi le festival Comcom à Ziguinchor qui est organisé tous les mois de décembre. C'est un festival à caractère culturel qui est organisé tous les mois de décembre pour faire la promotion de la culture ou bien des différentes cultures qui sont ici en Casamance, et particulièrement dans la région de Ziguinchor. Et l'édition de 2024 a vu des invités venir de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Les chiffres permettent aussi de faire de la sociologie du voyage ou du voyageur, c'est-à-dire de comprendre le profil des touristes, âge, sexe, catégorie socio-professionnelle et la nationalité. Bon, au Sénégal, on a un peu ce problème-là de déterminer précisément le profil des touristes, du point de vue de l'âge, bien sûr, du point de vue de la catégorie socio-professionnelle, mais on a des données quand même qui montrent des informations précises sur la nationalité, par exemple. On peut vous dire que au Sénégal, il y a, par exemple, tant de Français ou bien un pourcentage précis de Français qui entrent au Sénégal par rapport aux Belges ou
aux touristes africains. Il y a aussi le rôle des médias sociaux sur les tendances de voyage. C'est-à-dire, on se pose ici des questions sur l'importance que jouent les médias de façon générale ou de façon très particulière aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire les médias sociaux. Quel est ce rôle qu'ils jouent sur les tendances ou les motivations des touristes à voyager dans une destination? Il y a aussi l'évolution des modes de consommation touristique. Au début, on parle de tourisme élitiste, parce que vous le savez sans doute, le tourisme est né en Angleterre vers fin 17e siècle et début 18e siècle. Et à l'époque, c'était une activité qui est réservée à la classe bourgeoise, hein, aux jeunes élites anglaises. Donc, c'était une façon pour eux de compléter leur formation, leur éducation. Et aujourd'hui, on parle de tourisme de masse. Et ce tourisme de masse-là a évolué aussi vers un tourisme beaucoup plus responsable du fait des principes aujourd'hui du développement durable. Mais aussi, les chiffres permettent, ou bien l'analyse sociologique des chiffres permettent donc de comprendre les effets économiques et sociaux du tourisme, mais également ses effets sur l'environnement, c'est-à-dire un peu, pour parler un peu de géographie du tourisme, comme nous le rappellent Chevalier et Egnafou en 2011. Alors, dans un rapport publié toujours en 2020 par l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, nous pouvons retenir que dans le secteur du tourisme, les données chiffrées jouent un rôle aujourd'hui très stratégique, à la fois pour maximiser, c'est-à-dire pour optimiser donc les opportunités offertes par le secteur, mais également pour relever des défis liés à sa durabilité. J'en ai parlé tout de suite, c'est-à-dire le développement durable. Mais pourquoi donc le tourisme, les chiffres sont-ils aussi importants au Sénégal, mais aussi particulièrement ou de façon générale dans les destinations touristiques, pour plusieurs raisons. D'abord, les chiffres permettent de mesurer ce qu'on appelle les flux touristiques. Vous avez les statistiques sur le nombre d'arrivées internationales, de tourisme international. Quand on parle de tourisme international, c'est le tourisme récepteur et le tourisme émetteur. Et le tourisme national, vous avez ce qu'on appelle le tourisme interne et le tourisme émetteur, c'est-à-dire les Sénégalais qui se déplacent à l'intérieur du Sénégal et les Sénégalais qui se déplacent, par exemple, en dehors des limites géographiques au Sénégal, ce qu'on appelle le tourisme national. Donc, les chiffres permettent aujourd'hui de mesurer ce qu'on appelle ces flux touristiques-là. Je donne deux exemples ici. En 2024, après la COVID, dans le monde, l'ONU Tourisme a recensé 1,4 milliard de voyageurs internationaux contre 409 millions en 2020. Donc, en plein Covid, donc les chiffres ont chuté jusqu'à 409 millions. Mais après l'événement, après donc le Covid, d'accord, les chiffres du tourisme sont revenus à presque 99% par rapport à 2019. Ce qui montre justement l'engouement pour ce secteur-là, donc l'importance de ce secteur touristique dans le monde. Si vous prenez un cas particulier au Sénégal, en 1974, on était à 135 133 visiteurs au Sénégal. Et ce chiffre a grimpé, ce chiffre a évolué jusqu'à 2 millions de touristes en 2018. Mais les chiffres ici permettent d'identifier les marchés émetteurs les plus dynamiques. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la France représente en moyenne, bien sûr, si on cumule les informations, les données collectées à partir de 2006 jusqu'à 2011, la France représente 43% des voyageurs au Sénégal. Donc, c'est le marché émetteur le plus important au Sénégal. Donc, il y a plus de Français aujourd'hui que d'autres nationalités qui visitent le Sénégal. Ils sont leaders, ou bien, ils sont majoritaires en ce qui concerne les voyageurs au Sénégal. Ensuite, vous avez la sous-région qui représente 30%. Donc, quand je parle de sous-région, c'est des pays voisins ou qui viennent de l'intérieur du continent africain, comme la Gambie, la Côte d'Ivoire. Et ensuite, vous avez la diaspora sénégalaise, c'est-à-dire les Sénégalais qui vivent ailleurs, par exemple en France, en Belgique, en Suisse, etc. Donc, cette diaspora-là représente 12% au Sénégal. Mais aussi, les chiffres permettent de comprendre les variations saisonnières des flux touristiques, ce qui facilite aussi une meilleure gestion des infrastructures touristiques.
Si vous prenez une zone comme Djembérin, où j'ai travaillé à l'occasion de ma thèse, donc on peut voir qu'il y a, par exemple, en haute saison, hein, entre donc, le mois d'octobre et le mois de mai, hein, juin au plus tard, il y a environ entre 25 000 et 30 000 touristes qui visitent cette destination-là. Mais en basse saison, hein, en saison morte ou en contre-saison, comme on le dit souvent, ce chiffre-là chute jusqu'à environ 8 000 touristes. Donc, ce qui montre un peu, hein, cette variation saisonnière dont je viens de parler à propos des flux touristiques. Ensuite, les chiffres permettent d'analyser la contribution économique et sociale du tourisme, c'est-à-dire des données économiques comme les recettes qui sont générées par l'activité, les recettes qui sont générées dans les secteurs comme l'hébergement, c'est-à-dire les hôtels, donc vous avez les campements, les auberges, etc. Vous avez le secteur du transport, l'artisanat. D'accord. Et comme exemple, vous avez en 2022, selon donc le ministère du Tourisme et des Loisirs, 590 milliards qui sont générés en termes de recettes. Ça permet aussi d'évaluer l'impact du tourisme sur l'emploi. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du rapport de l'OIT, donc l'Organisation mondiale du travail, en 2023. Ils ont publié un rapport et dans ce rapport, on peut constater qu'il y a 230 millions d'emplois qui sont créés grâce au tourisme dans le monde, ce qui représente donc 7,2% de la main-d'œuvre. Mais on constate que ce chiffre a évolué, hein. C'est pour vous dire un peu l'impact qu'a donc le tourisme sur l'emploi. Et cette évolution est arrivée jusqu'à 270 millions en 2024. Donc, c'est le dernier rapport qui a été publié par l'organisation. Et en 2024, on peut voir que ce chiffre, ce pourcentage a évolué jusqu'à 8,2%. Au Sénégal, c'est presque c'est 10% de la population active, n'est-ce pas, qui est employée de façon directe dans le tourisme, soit donc 300 000 personnes, ce qui représente 9% du PIB selon un rapport du World Travel and Tourism Council. Donc, c'est une agence internationale, donc mondiale, qui fait des études statistiques et économiques, notamment dans le domaine du tourisme. Les chiffres permettent aussi de justifier des investissements dans les infrastructures. À Cap Skirring, à Ziguinchor, vous avez un aéroport international, mais à Cap Skirring aussi, vous avez un aéroport international. Pourquoi? Parce que c'est une zone à forte attraction touristique. Donc, il y a le plus célèbre ou le plus grand des entreprises touristiques en Afrique, en l'occurrence le Club Med. Vous avez aussi 70 kilomètres de route bitumée entre Ziguinchor et cette destination touristique qui est Cap Skirring. Donc, pour montrer un peu l'importance aussi de cette zone, n'est-ce pas, de ce village, hein, très célèbre aujourd'hui dans le domaine du tourisme. Ensuite, il y a la planification des aménagements pour le développement des destinations. Donc, comme disait Jean-Louis Barré, donc compter pour planifier. Donc, les données chiffrées aident donc à identifier les destinations à fort potentiel touristique comme les zones côtières, donc Cap Skirring, les zones côtières et historiques comme l'île de Gorée, donc qui est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Vous avez le parc national du Djoud qui a été créé en 1971, donc qui fait aujourd'hui, il est bâti sur 163 hectares, 16 000 hectares, excusez-moi, donc, et qui compte presque 395 espèces et qui est aussi patrimoine de l'UNESCO depuis 1981. Il y a aussi la planification des infrastructures touristiques. Ici, donc, c'est pour dire que les chiffres permettent donc de planifier les infrastructures pour répondre à la demande qui évolue de façon constante, n'est-ce pas, des visiteurs. Par exemple, selon le ministère du Tourisme et des Transports, à travers c'est la DRT, excusez-moi, la Direction de la réglementation touristique en 2023, le Sénégal compte 5086 établissements touristiques. Et en 2019, on était à 2445, ce qui donc montre une évolution significative donc de 27% par rapport à cette date-là. Donc, répartis comme suit, on a 327 auberges, 228 campements,
423 hôtels et 608 résidences. Donc, le pôle Dakar domine le classement avec 500 réceptifs, suivi du pôle Thiès, 457 et Ziguinchor, 191. Donc, on a du côté des agences 497 agences de voyage, ce qui représente 84%, c'est-à-dire que les 84% se trouvent à Dakar, ce qui montre aussi la domination de Dakar sur toutes les données statistiques quasiment au niveau des hôtels, des campements, des auberges, des gens. Dakar revient toujours en tête de classement. Bon, c'est un peu euh, ça se justifie euh, grâce à sa position géographique, hein, qui est très, très, très proche euh, de l'Atlantique, mais aussi c'est la capitale des affaires. Donc, toutes les administrations, tous les affaires se règlent à Dakar. C'est pourquoi les gens préfèrent directement s'y installer. On a 465 guides touristiques, donc, dont 61 titulaires et 404 auxiliaires. Bon, quand on parle de guides titulaires, c'est des gens qui ont la capacité ou bien les compétences de pouvoir sillonner tout le territoire national, alors que les guides auxiliaires sont limités juste dans une zone géographique. Par exemple, Ziguinchor, c'est des gens qui ne peuvent pas aller au-delà de Ziguinchor ou au-delà de Kolda ou au-delà de la Casamance, alors que les guides tutélaires sont capables de faire tout le territoire national. Alors, on a 25 593 chambres, hein, au Sénégal pour 49 784 lits. Donc, une petite remarque peut-être, Dakar arrive encore en tête avec 9 514 chambres, donc pour 19 587 lits. Thiès, deuxième pôle touristique du Sénégal, 6 219 chambres pour 12 589 lits. Et Ziguinchor, 2 737 chambres pour 5 170 lits. Donc, ça vous permet de faire une petite lecture. Donc, peut-être que vous l'avez aussi remarqué que les pôles les plus importants au Sénégal donc, sont Dakar, Thiès et Ziguinchor. Donc, au Sénégal, nous avons aussi, par rapport à l'activité touristique, toujours 1180 promoteurs sénégalais. C'est-à-dire que ceux qui créent, n'est-ce pas, des entreprises touristiques au Sénégal. Donc, d'après le recensement de la direction de la réglementation touristique, il y a 1180 promoteurs sénégalais, 97 promoteurs français et 29 belges. Bon, il y a d'autres statistiques, mais je préfère vous donner l'essentiel. Donc, les chiffres alertent aussi. Oui, par exemple, le Sénégal compte 1393 réceptifs non enregistrés. Ça veut dire quoi? Il y a de la clandestinité. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas réglementées, beaucoup d'entreprises qui ne se sont pas formalisées. Et les chiffres nous alertent, nous donnent donc des indications par rapport à ça. Et 1393 est un chiffre quand même assez révélateur dans ce sens-là. Les chiffres permettent aussi de prendre en compte le développement durable, hein, parce que le tourisme, c'est aussi une activité très pollueuse, donc, qui a des impacts sur l'environnement. En ce sens, donc, les données statistiques sont également importantes pour analyser l'impact environnemental du tourisme. Par exemple, la consommation en eau. Nous avons l'expérience, donc, comme je l'ai signifié ici, de Cap Skirring en 2020, par exemple, où une crise a éclaté donc, entre les habitants de ce village et deux entreprises notamment. D'accord? L'entreprise Sodeka qui exploite l'eau minérale et le Club Med dont on a accusé, voilà, dont les habitants de ce village pensent que le club épuise la nappe phréatique en pompant ses tours pour arroser leur terrain de golf. Voilà, donc c'est une histoire qui a éclaté en 2020 pour montrer un peu l'impact que peut avoir ces entreprises-là sur les ressources naturelles. Il y a aussi la problématique liée à la gestion des déchets. Donc, bon, par rapport à une étude qu'on a fait par rapport à la thèse en 2023, les enquêtes montrent qu'il y a cette préoccupation, donc cette difficulté de gérer les déchets qui sont produits à l'intérieur de ces villages. Il y a aussi le surtourisme, c'est-à-dire la concentration à un moment donné de plusieurs visiteurs dans un espace donné. Il y a aussi la dégradation du littoral
bon, j'avais pensé mettre des photos, mais voilà, il y avait un peu aussi, il y avait beaucoup de diapos, donc j'ai dû laisser tomber. Sinon, je vous aurais montré des images par rapport à cela. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que les données chiffrées ne sont pas seulement un outil de mesure, mais aussi un levier incontournable pour la planification et la gestion durable dans le secteur du tourisme. Alors, d'où proviennent les chiffres? D'où proviennent les données touristiques qui sont utilisées au Sénégal? Donc, j'ai fait plusieurs euh, comment dirais-je, remarques. D'abord, il y a les organisations internationales. Donc, au Sénégal, il y a des données qui nous viennent, qu'on utilise beaucoup de l'onitourisme. Onitourisme qui est devenu onitourisme récemment, hein, donc qui était OMT, Organisation mondiale du tourisme. Donc, c'est des données un peu comparatives sur le tourisme au Sénégal par rapport à d'autres destinations africaines. Donc, vous pouvez retrouver plusieurs données, n'est-ce pas, de plusieurs destinations, donc de plusieurs territoires touristiques dans le monde. Ensuite, il y a dans ces données-là, les plus utilisées, il y a ce qu'on appelle le baromètre du tourisme et les faits saillants du tourisme. Bon, entre baromètre et faits saillants, donc il y a le baromètre revient, c'est plus global et les faits saillants sont particuliers par rapport à certaines données. On peut par exemple publier des évolutions statistiques par rapport à un trimestre, alors que le baromètre du tourisme peut donner des informations sur une année entière. La Banque mondiale, où on peut retrouver des informations sur l'impact socio-économique du tourisme et les projets liés au développement durable, ou encore l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui donne des statistiques sur les emplois touristiques et leurs performances. Ensuite, il y a les institutions publiques, hein, l'OIT, je l'ai dit, il y a l'ANSD aussi, l'Agence nationale de la statistique et la démographie, qui donne des données macroéconomiques, démographiques et sectorielles, notamment des enquêtes sur l'emploi et les revenus du tourisme. Vous avez aussi l'ASPT, l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, qui collecte et analyse des statistiques sur les arrivées touristiques, les recettes, hein, les recettes du secteur et les campagnes de promotion touristique et de communication. Vous avez aussi le ministère du Tourisme et celui des Transports aériens qui élaborent des rapports sur les performances du secteur touristique, la gestion des licences et des agréments. Bon, ça, c'est des documents administratifs qui sont donnés, délivrés, n'est-ce pas, aux opérateurs touristiques. Par exemple, les licences pour les agences de voyage et les agréments pour les hôtels. Vous avez aussi les acteurs privés qui produisent et collectent des données. Par exemple, vous avez les hôteliers et les agences de voyage. Donc, il y a des statistiques qui sont produites, par exemple, sur le taux d'occupation par les hôtels, le profil des visiteurs, la durée moyenne de séjour, en moyenne, combien de temps, combien passe, n'est-ce pas, un touriste au Sénégal. Ça, c'est la durée moyenne de séjour. Donc, et vous avez aussi hein, le montant collecté à partir de la taxe qu'on appelle la taxe hôtelière. Vous avez aussi les plateformes numériques, hein, donc des données issues des plateformes comme Booking, hein, le site Booking qui permet de faire des réservations d'hôtels, hein, des billets d'avion à travers TripAdvisor ou encore Airbnb, Airbnb, Beacon, Bed and Breakfast. Donc, c'est des plateformes qui permettent aujourd'hui de faire de la réservation de billets d'avion, de chambres d'hôtel, voilà, de restauration, etc., etc. Donc, c'est des données, vous l'imaginez, qui permettent aussi de collecter des informations très, très importantes sur les visiteurs et leur profil. Vous avez une agence au Sénégal qui est Kalao Production. Kalao Production, c'est une agence qui a été recrutée par le ministère du Tourisme et des Transports aériens, aujourd'hui ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Et c'est cette agence-là qui produit ce qu'on appelle le répertoire touristique au Sénégal. C'est un guide, n'est-ce pas, qui donne des informations généralisées sur les hôtels. Donc, vous allez dans chaque pôle. Hein, dans ce guide-là, vous avez un répertoire qui vous donne l'ensemble des hôtels qui existent dans ce pôle-là, mais aussi les moyens de transport et leurs contacts, par exemple.
mais aussi qui vous renseigne sur les atouts et les potentiels touristiques de chaque région du Sénégal. Mais aussi, il y a des données issues de nouvelles technologies, hein. Vous avez la géolocalisation, des applications comme Map ou bien des réseaux sociaux où les gens, par exemple, il y a beaucoup de guides aujourd'hui, euh, de blogueurs, n'est-ce pas, ou bien de blogs réservés, n'est-ce pas, dans le domaine du tourisme. Je peux donner l'exemple de Visite Sénégal, où vous avez un autre blog, Pourquoi j'aime le Sénégal. Donc, c'est des gens qui publient beaucoup sur le tourisme, qui écrivent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup sur le tourisme et qui interrogent même, n'est-ce pas, les mobilités touristiques. Ah, donc, c'est aussi des plateformes où on peut collecter assez de données sur le tourisme, mais aussi des statistiques qui sont générées par des applications, mais aussi des sites de réservation ou bien même les moteurs de recherche comme Google. Parce qu'il y a beaucoup de gens, avant de voyager peut-être, avant de venir au Sénégal, par exemple, ils vont sur Google, hein, dans ce moteur de recherche, chercher des informations sur cette destination. Donc, c'est des traces numériques qu'ils laissent et ces traces numériques-là, on peut les collecter pour avoir une idée véritablement des informations qui sont recherchées sur une destination. Mais aussi, vous avez des études académiques et de recherche, c'est-à-dire des productions qui sont faites par les enseignants-chercheurs dans les universités, les instituts, etc. Et c'est des informations de type quali et quantitative qu'on peut aussi retrouver sur le secteur touristique. Alors, les types de données qui sont collectées et utilisées au Sénégal, donc vous avez ce qu'on appelle les données quantitatives, par exemple, les arrivées et les départs de touristes. Combien de touristes sont entrés, par exemple, au Sénégal en 2020, en 2023, voilà, par rapport à 2018, etc. Donc, on les appelle des données statistiques, des données cantines, des données quantitatives, donc qui sont collectées au point d'entrée du territoire, par exemple, les aéroports, voilà, les ports maritimes ou les postes frontaliers. Voilà, donc à chaque fois que vous descendez d'un aéroport, on vous remet une fiche, d'accord? Et vous remplissez cette fiche-là, nom, prénom, voilà, pays d'origine, voilà, hein. Pourquoi vos motivations, pourquoi vous êtes au Sénégal, etc., combien de jours vous allez rester, etc., etc. Donc, c'est des informations qui sont collectées, n'est-ce pas, et qui donnent une idée un peu du nombre d'arrivées et de départs, donc des flux, des mouvements touristiques. Vous avez aussi les recettes, n'est-ce pas, qui sont générées à partir des dépenses des visiteurs. Voilà, là, on peut donner des informations, on peut collecter ces informations à partir des hôtels qui recensent comment dire, le nombre de visiteurs dans ces établissements-là, mais aussi à partir de la contribution économique des touristes, n'est-ce pas, dans les commerces, hein, dans l'artisanat, etc., etc. Vous avez aussi les données qualitatives, hein. Par exemple, les avis des touristes, hein, qui consistent à obtenir des feedbacks via des plateformes. Aujourd'hui, si vous allez sur Booking, par exemple, il y a les forums. Il y a les forums qui permettent aujourd'hui à tous ceux qui ont, par exemple, une fois visité le Sénégal, de laisser des avis, de laisser des opinions sur la qualité des services, sur leur niveau ou bien leur degré de satisfaction ou leur expérience client avant que vous ne veniez au Sénégal et après que vous ayez quitté, par exemple, le Sénégal après visite. Quelle est, n'est-ce pas, cette perception que vous avez peut-être du Sénégal, ce qu'on appelle l'expérience client. Donc ça se mesure avant et après, donc c'est ces résultats-là. Vous avez aussi les perceptions locales. Donc, à partir des études aussi sur la perception du tourisme et, n'est-ce pas, les relations avec les populations locales, vous pouvez avoir des données, hein, comme par exemple la sociabilité du tourisme, Amirou, hein, Rachid Amirou, en 2000. Vous avez cette analyse entre les tensions et les exigences économiques du tourisme, exigence économique, excusez-moi, et préservation du patrimoine. Il y a ce conflit-là qui existe, n'est-ce pas, dans l'activité touristique. Oui, on veut vendre une destination, parfois même, entre guillemets, on vend la culture, hein, pour satisfaire, n'est-ce pas, aux caprices des touristes.
D'accord? Et on se pose un peu cette question-là, surtout dans les travaux de Nyang, de cette exigence qui existe entre l'économie et de l'autre côté, la préservation du patrimoine, mais aussi de l'effet de l'activité touristique sur l'environnement. J'en ai parlé tout de suite, la gestion des déchets, la pollution de l'air, la surconsommation en eau, en électricité, ou bien la dégradation du littoral, des plages, etc. Il y a aussi les données comportementales, donc les tendances de réservation qui offrent des décryptages donc, sur les comportements d'achat en ligne, hein, comme les périodes de réservation, le choix des destinations et des activités qu'on veut mener une fois sur la destination. Vous avez des itinéraires suivis par les touristes, donc c'est des informations qui permettent d'avoir une traçabilité des circuits qui sont empruntés par les touristes à travers des logiciels ou bien des applications aujourd'hui comme Google Maps, d'accord, ou les données des tours opérateurs. Les tours opérateurs, c'est ces agences-là qui conçoivent le voyage du début à la fin. Donc, vous êtes en France, vous vous rapprochez par exemple d'une agence de voyage, il va, c'est lui qui réserve votre billet d'avion, c'est lui qui gère la logistique une fois que vous êtes sur place, c'est lui qui vous réserve votre chambre d'hôtel, c'est lui qui, voilà, qui prépare toutes les activités que vous faites une fois sur place, donc du début à la fin, d'accord? Jusqu'au retour chez vous. Donc, c'est des gens aussi, c'est des agences qu'on peut, bien sûr, approcher pour avoir ces circuits-là, donc ces itinéraires suivis par les touristes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les données socio-économiques et environnementales. Donc, les données économiques, par exemple, socio-économiques à la fois. Donc, la création d'emplois, le nombre d'emplois qui est généré, le profil des touristes, hein, ou l'impact, hein, écologique, la consommation d'eau, etc. J'en ai parlé tout de suite. La pollution des bateaux de croisière, euh, oui, qui ont un peu un impact aussi sur les océans et les effets qu'ils ont sur les ressources halieutiques. Ici, ce qu'on peut retenir, c'est que les types de données qu'on peut utiliser dans le secteur du tourisme sont, comme vous l'avez constaté, variés, mais aussi reflétant la complexité et l'importance stratégique de ce secteur. Alors, ce qu'on peut faire avec les chiffres dans le domaine du tourisme. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'analyse descriptive pour déterminer les caractéristiques des données collectées. Exemple, vous avez l'identification des tendances des flux touristiques, comme le nombre de visiteurs internationaux par pôle, à Dakar, Casamance, Thiès, etc. Ensuite, là, on peut utiliser des outils comme des tableaux, hein, des tableaux statistiques, des graphiques, c'est-à-dire des diagrammes en barre, en courbe ou le secteur. Vous avez l'analyse prédictive, donc pour anticiper les tendances futures à partir de données existantes. Exemple, de prévoir l'impact de nouveaux investissements touristiques, n'est-ce pas? Les nouvelles infrastructures, par exemple, aéroportières. On a vu l'impact qu'a aujourd'hui l'aéroport Blaise Diagne ou aujourd'hui l'impact que pourrait avoir l'aéroport de Saint-Louis sur la mobilité des visiteurs. Ensuite, vous avez l'analyse spatiale, donc pour étudier un peu les données géographiques afin d'identifier les zones, n'est-ce pas, de concentration touristique. Par exemple, le fait de cartographier les destinations les plus populaires, sites historiques, sites religieux, parcs nationaux, voilà, plages les plus fréquentées, etc. Et les itinéraires touristiques, des itinéraires, oui, qui sont empruntés par les touristes. Et là, les systèmes, les outils qu'on peut utiliser sont aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je recommande le plus, c'est les systèmes d'information géographique qu'on appelle les SIG. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'analyse comparative. Donc, ils permettent de mettre en parallèle les performances du Sénégal comme destination avec celles d'autres destinations touristiques. Exemple, évaluer la compétitivité du Sénégal par rapport à des destinations comme le Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, le Sénégal, on sait que c'est une destination qui peine à avoir les 3 millions de touristes décrits dans le PSE, hein, le programme Sénégal émergent de l'ancien régime, alors qu'aujourd'hui, d'après le dernier rapport qui a été publié par le Premier ministre marocain, le royaume chérifien est à 17 millions de touristes. D'accord? Voilà, vous voyez un peu, hein, c'est l'analyse comparative qu'on peut faire avec les données. Euh, donc,
il y a aussi ce qu'on appelle le marketing et la communication. Donc, les données, aujourd'hui, permettent de mesurer ou d'analyser un peu l'origine des visiteurs, donc de permettre de développer des campagnes de communication spécifiques ou de marketing qui permettent d'attirer, n'est-ce pas, des touristes hein, de divers horizons. La promotion d'un tourisme responsable, je l'ai dit, aujourd'hui, on est à l'ère du développement durable. Donc, ces données permettent de mesurer la capacité de charge des sites pour éviter la dégradation. Il y a la prise de décision politique parce que ces données fournissent aussi des informations solides pour orienter les stratégies nationales, comme le plan Sénégal émergent, qui avait projeté à l'horizon 2023, non, le PSE, hein, d'arriver à 3 millions de touristes. Aujourd'hui, on est avec un nouveau régime, donc le parti au pouvoir, le PASTEF, qui, dans leur agenda en 2000 Sénégal, voilà, a de nouvelles déclinaisons, excusez-moi, par rapport au tourisme. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Dans le PSC, on avait 6 pôles touristiques. Aujourd'hui, avec le nouveau régime, on a 8 pôles touristiques. Donc, ça se joue actuellement au Sénégal dans le domaine du tourisme avec ce nouveau régime. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que les données offrent donc un puissant levier pour optimiser le développement, bien sûr touristique, et la gestion de ce secteur au Sénégal. Donc, elles permettent non seulement d'accroître la compétitivité sur la scène internationale, mais également de promouvoir un tourisme plus inclusif, durable, adapté aux attentes des visiteurs comme aux besoins des populations locales. Il y a quelques défis, bien sûr, liés au tourisme. Il y a le manque de fiabilité dans la collecte de données. Ici, les données qui sont collectées la plupart du temps restent incomplètes, parfois inexactes ou incohérentes avec d'autres sources. Je donne un exemple, le répertoire touristique 2018, rubrique Casamance, il y a des réceptifs, par exemple, qui ne sont pas enregistrés et qu'on retrouve sur place, hein. Donc, si vous vous déplacez sur place, donc nous, c'est le cas en 2023, lorsqu'on faisait des enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises qui sont là, sur place, qui fonctionnent, mais qui n'ont pas été enregistrées dans le répertoire touristique. Le SRT, donc le service régional du tourisme, qui est basé à Ziguinchor, lorsqu'on faisait nos enquêtes, ils ont donné un chiffre. Donc, dans le département d'Oussouye, ils ont dit qu'il y avait que 47 établissements touristiques. Alors que si, après descente sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait une soixantaine d'établissements touristiques, réceptifs, hein, donc hôtels, campements, etc. Donc, eux, ils ont donné un chiffre de 47, mais une fois sur le terrain, après les enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que cela. Une autre contradiction, l'ANSD qui publie un rapport en 2018 estime qu'il y a 275,7 milliards de recettes générées. Alors que pour le CGR Consulting, donc une agence, en 2018 toujours, estime qu'il y a 500 milliards de recettes générées. La direction de la promotion touristique en 2018 avance un chiffre, 1,8 million de touristes. Mais quand on a voulu vérifier tout ça avec le ministère, etc., on n'a trouvé aucune source, aucune, je dis bien, qui confirme ces données-là. Alors que ces données sont avancées comment dirais-je, en collaboration avec l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et la démographie, et la direction de la promotion touristique. Alors, les limites à propos des chiffres. Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous avez au Sénégal plusieurs sources de données hein, dans le domaine du tourisme. Et principalement, vous avez l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, et le ministère du Tourisme qui collecte des données à travers ces différents services, comme les hôtels, les agences, etc. Donc, il y a à ce niveau-là un problème de méthodologie parce que l'agence ANSD, donc c'est des statisticiens, d'accord, des gens très, très, bon, je ne vais pas dire très, très compétents pour ne pas peut-être féliciter des gens du ministère, non, mais il y a une petite comparaison à ce niveau. Et de l'autre côté, vous avez le ministère qui utilise des fiches, hein, des cahiers, etc., pour collecter des informations. Il y a aussi la complexité des sources, je l'ai montré, le coût élevé pour avoir les données, ça coûte très cher, d'accord, de collecter, de faire des recensements, etc.
Il y a aujourd'hui le problème de systémisation et d'automatisation des données. C'est le cas du Sénégal. Donc, on est toujours euh, voilà, avec ce système classique-là, traditionnel de collecte de données, hein, alors qu'il y a aujourd'hui le numérique qui offre beaucoup de potentialités en ce sens-là. Il y a l'accès aussi difficile, n'est-ce pas, des données. Les données ne sont pas suffisamment partagées avec les populations. Récemment, voilà, il y a beaucoup de bruit avec les données de la Cour des comptes. On se demande presque pourquoi ces gens-là qui ont ces données depuis 2019 ne l'ont pas partagé et qu'ils attendent jusqu'à présent pour vraiment nous balancer, excusez-moi, en pleine figure ces informations voilà, qui font peur aujourd'hui. Il y a aussi la dispersion des données. Donc, ça et là, des données un peu dispersées au niveau de ces agences et ces sources de données-là, mais aussi des risques ou bien des biais d'interprétation de ces données-là. Parfois, ces données sont mal interprétées ou voilà, parfois il y a manque de cohérence entre ce qui se passe. Parfois, souvent, on ne se suit pas aussi les concernés, c'est-à-dire les populations dans la production de ces données-là. C'est pourquoi on note souvent ces biais d'interprétation de ces données-là. Il y a, bon, on donne quelques solutions aussi envisageables, c'est-à-dire de renforcer la formation des acteurs du tourisme par rapport à la collecte de données, mais aussi de mettre en place des standards internationaux. Pourquoi ne pas centraliser, par exemple, la collecte et l'analyse de données? Voilà. Encourager le partage de données entre les secteurs privés et publics, mettre en place une institution indépendante pour éviter toute politisation des données, systématiser la collecte de données et enfin adopter, excusez-moi, intégrer les technologies modernes comme les sites, les plateformes de big data, hein, pour améliorer la collecte et l'analyse de données. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, Voilà, merci, merci, Dr. Dr. Diaw. Diaw. Merci pour cette présentation. Voilà, Béatrice, c'était la présentation par rapport aux chiffres donc, dans le secteur du tourisme. Je ne reviens pas sur tout ce que le collègue Diaw a dit. C'est pour montrer tout simplement que nous avons là un potentiel. Le Sénégal d'abord, dans un premier temps, c'est un pays stable, on va dire, un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, un pays qui a un potentiel énorme, surtout dans sa partie sud, la Casamance, avec les festivals, il en a parlé tout à l'heure, la fête du roi, le Oumobol, les 72 heures de l'île de Carabane. C'est une ville festive, c'est une ville verte, la verte Casamance d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, avec une forêt qui est là, qui tend vers la disparition, mais on en a encore. Un peu, vous avez le Hundemayo, autant d'activités qui auraient pu être des activités qui attiraient des touristes. Le tourisme, quand je dis tourisme, c'est tourisme international, des gens qui nous viennent d'ailleurs, mais aussi un tourisme local. Ça aussi, c'est un secteur qu'il faudra développer, une activité qu'il faudra encourager, qu'il faudra favoriser, c'est-à-dire que les nationaux aillent à la découverte de leur propre pays, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, donc le potentiel est là, mais malheureusement pas suffisamment développé, pas suffisamment valorisé, et même les chiffres en pâtissent. Les chiffres posent problème. Les chiffres posent problème parce qu'il a dit il faut véritablement une véritable gymnastique pour aller ça et là, entre le ministère du Tourisme, entre l'État, l'ANSD, entre les uns et les autres, le secteur privé et le secteur public. Il y a beaucoup de gymnastique à faire pour arriver à un recoupement et avoir plus ou moins des données exactes. Donc là, il y a un petit bémol. Des données qui sont là, mais comme on le dit en criminologie, il y a ces fameux chiffres gris officiels qui sont publiés, qui sont voilà, donc, connus des uns et des autres, et les fameux chiffres noirs, parce qu'il y a énormément d'informels, même dans ce secteur du tourisme, il en a parlé tout à l'heure, des établissements qui ne sont pas enregistrés, pourtant formels, mais également des établissements informels. Il y a toutes ces résidences, par exemple, dans la zone balnéaire du Cap Skirring.
toutes ces résidences qui accueillent du monde, qui accueillent des touristes sans véritablement donc être enregistrés en tant que réceptif hôtelier. Donc il y a ce bémol-là. Et il y a aussi dans toujours cette problématique de chiffres gris, chiffres noirs, ces autres entrées. OK, par l'aéroport, il n'y a pas de souci. Vous remplissez une fiche, même parfois dans l'avion, avant de descendre, il y a la fiche que vous remplissez pour vous faciliter la tâche une fois après l'atterrissage. Mais il y a aussi ces autres postes d'entrée, ces zones frontalières, comme ici en Casamance, il y a un pack, pas forcément d'enregistrement. Vous avez un peu plus loin vers Sédhiou, il y a la zone de Tanaf, frontalière avec la Guinée-Bissau, etc. Donc il y a toutes ces autres entrées qui malheureusement passent entre les mailles du filet et qui compromettent plus ou moins les statistiques officielles. Mais ce potentiel, il est là. Déjà que le tourisme doit pouvoir être davantage valorisé, le potentiel davantage mis en exergue, davantage donc, euh, puisqu'on parle aujourd'hui de pôles touristiques, 8 pôles touristiques, comme Diaw l'a dit, mais voilà, qu'on mette la main à la pâte, qu'on mette la main à la poche d'abord, à la pâte pour valoriser ce secteur-là qui fait vivre énormément. Basse saison, c'est vrai. Il y a énormément de gens qui survivent, qui pendant cette période-là survivent parce que le tourisme, c'est la contre-saison, parce que du coup, ils ne sont plus employés, ils sont obligés de faire autre chose pour survivre en attendant que les touristes reviennent à partir du mois d'octobre, la haute saison. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Dr Diaw vient de dire. Je vous rends la parole, Béatrice. Alors, bon, moi j'ai pas mal de questions. La première, c'est que je n'ai pas rempli la fiche quand je suis descendue à l'aéroport. Et du coup, je pense que je vais être obligée de rester ici parce que je ne pourrais pas rendre la fiche. Enfin, bon, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Franchement, l'accueil est tellement chaleureux. Mais bon, donc, cette histoire de fiche, elle n'est peut-être pas systématique. On en avait déjà parlé avec Papacta, effectivement. Quand vous allez dans un territoire, ça peut être une façon de compter, mais j'ai bien l'impression que maintenant, dans les aéroports, on passe par d'autres voies, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, avec des compagnies aériennes qui pourraient dire le nombre, parce qu'ils savent, hein, avec les passeports, etc. Bon, ça c'est vraiment une anecdote. Hein. Je pense que ce qu'on a bien compris, hein, c'est que le tourisme est à la fois absolument indispensable et également une source de dégradation, par exemple environnementale, aussi une source, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que ce tourisme n'est pas neutre hein, sur le plan culturel. À partir du moment où vous avez des pratiques, où vous avez des traditions qui sont mises en spectacle, évidemment, elles changent. Enfin, je dis évidemment. Mais elles peuvent aussi changer, ça veut dire qu'il peut y avoir un impact culturel, et plus que ça, hein, un impact sociétal très fort hein, sur le tourisme. Je pense que ce qu'on a bien compris aussi, c'est que, alors les chiffres, c'est bien joli, mais justement, l'évocation de remindiquer, hein, de faire des comptes pour ne pas avoir à compter, ou bon, autrement dit, hein, inciter à une lecture très critique, et évidemment inciter à voir derrière le chiffre ce qu'ils ne disent pas. Je pense que c'est là aussi ce qui est très très important, parce que ce que ces chiffres ne disent pas, c'est en réalité là, on l'a bien compris pour ce territoire, pour Casamance, pour la Casamance et pour Ziguinchor et le Cap Skirring, tous ceux qui vivent du tourisme et qui ne déclarent pas cette source d'activité, les Airbnb, Anco, hein, on en passe beaucoup. Je pense que voilà. Alors bon, après tout, c'est aussi hein, une source d'enrichissement, le tourisme. C'est vrai que la zone grise, hein, la zone noire, hein, comme dit Benoîtine, elle est très difficile à évaluer. On peut se demander si c'est le cas pour toutes les sortes de statistiques, sur la scolarisation par exemple, on en avait parlé, sur évidemment les avortements, etc. Bon, on a beau interdire hein, le gap, l'écart entre la loi et puis les codes et puis leur application, est-ce que la statistique est ou pas utile hein, pour essayer de mesurer cet écart d'interrogation. Donc là, je crois qu'on a une bonne entrée pour faire une synthèse hein, justement de tout ce dont on a pu parler. Alors, moi j'avais une question sur les études académiques. Là, vous êtes dans une université, celle de Ziguinchor, vous êtes dans une université, enfin un département, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, ça change, une faculté de sociologie.
Bon, et il y a un département de tourisme, hein, c'est la sociologie du tourisme. J'aurais bien aimé savoir finalement quelles étaient les formations que vous dispensiez. Est-ce que les gens qui sont et qui suivent vos formations-là sont destinés à rester sur place? Est-ce qu'au contraire, ils ne sont pas destinés à rester sur place? Bref, quel est l'objectif hein, de ces universités qui forment des gens, qui spécialisent des personnes, des étudiants hein, dans le tourisme? Quel est l'objectif hein, de ça? Quelle est la place du chiffre là-dedans? On a compris que pour Mactar, c'était quelque chose de très important, mais est-ce que pour les autres, hein, sont des aspects qui sont privilégiés? C'était ma première question. Seconde question, effectivement, hein, les problèmes environnementaux, on en avait pas mal, enfin, vous en aviez pas mal discuté, hein, Pape Mactar dans votre thèse. Hein, alors, ces problèmes environnementaux, comment sont-ils mesurés, justement? Est-ce qu'il y a des chiffres hein, qui permettent d'évaluer hein, ces problèmes environnementaux en plus de cette question que vous avez bien montré, l'un des gros problèmes posés par ces activités touristiques et dans toute la Casamance sans doute, c'est l'irrégularité des flux. Évidemment, il n'y a personne pendant, je pense que Saint-Louis c'est un peu la même chose, il n'y a aucune activité touristique pendant des mois et puis pendant quelques mois, c'est exactement la même chose sur les côtes méditerranéennes en France, je caricature parce que bon, mais les côtes normandes par exemple, vous avez un afflux de touristes hein, pendant un certain... Et là, sur le plan évidemment, pour ceux qui vivent sur place, c'est certainement quelque chose de très difficile à supporter parfois. Hein. Bon. Cette question du surtourisme, comment définit-on le surtourisme? À partir de quel moment est-ce qu'on parle de surtourisme? Quelle est finalement... Bon, il y a une tension forte entre ce qu'apportent financièrement les activités touristiques et puis, bien entendu, donc la nécessité hein, de fournir des revenus et puis aussi hein, les nuisances que peuvent représenter ces activités touristiques. Que nous dit le chiffre là-dedans et vous, qu'en pensez-vous finalement? Et puis, voilà, alors, il y avait aussi un point à souligner, et ça, on ne l'a pas évoqué jusque-là. Vous évoquez, vous, le coût de production des statistiques. Et ça me paraît très intéressant, parce que bon, nous on dit, voilà, il faut des chiffres, il faut les diffuser, il faut les fabriquer, puis on en a besoin justement pour améliorer les structures de l'enseignement, par exemple, hein, entre autres, pour gérer mieux des territoires, etc. Très bien, mais ces chiffres ont un coût. Alors, ils ont un coût pour les gouvernants, ils ont un coût du coup pour les contribuables, bien entendu, ils ont un coût aussi pour éventuellement des agences privées. Vous avez aussi introduit un acteur dont on a peu parlé jusque-là, parce que c'est pas l'objet, hein, non, mais il y a aussi des producteurs privés de chiffres. Quels sont leurs intérêts? Les commanditaires ne sont pas les mêmes, publics-privés. Qui sont ces producteurs privés de chiffres privés, les producteurs du chiffre qui sont privés, pas privés de chiffres. Hein. Bon. Dans le secteur de l'activité ou des activités commerciales, pas commerciales mais touristiques, hein, à Ziguinchor, voilà. Donc il y a beaucoup de questions là qui sont soulevées par votre intervention. Et puis dernier point, ici, vous avez aussi souligné la nécessité de renforcer l'implication des acteurs. Donc les acteurs du secteur du tourisme, leur montrer que les statistiques sont nécessaires, c'est pas évident à comprendre. Hein. Bon, vous avez pour votre thèse effectué un certain nombre d'entretiens, même un nombre certain hein, d'entretiens. J'étais surprise, moi, en lisant ça, les résultats des entretiens, que les gens acceptaient volontiers, finalement, les hôteliers, par exemple, hein, de passer du temps pour répondre aux questions, parce que vous avez bien expliqué pourquoi vous faisiez, justement, ce questionnaire, ces chiffres, pourquoi, voilà. Alors, là, c'est quelque chose aussi d'important, je pense, hein, le fait d'informer ceux qui répondent au questionnaire et d'informer ceux qui participent à la production des chiffres, hein, des objectifs, hein, pour les appliquer. Évidemment, nous, on a beaucoup parlé de l'enseignement et si on veut impliquer des élèves, par exemple, hein, dans des classes, dans la fabrication, si on veut leur montrer les enjeux et l'intérêt de la production des chiffres, il faudra leur montrer, la première chose, c'est sans doute de leur dire, voilà à quoi ça va servir. Je crois qu'on était un petit peu arrivé à cette conclusion hier. Et puis, voilà. Alors, moi, j'ai un certain nombre de questions que j'ai posées. Donc, et puis, on peut peut-être, si ça ne vous embête pas, vous prenez en note, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Et je vais laisser la parole à qui veut la prendre.